Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Situation en Gambie. Yaya Jammeh refuse de quitter le pouvoir et exige l'organisation d'une nouvelle élection. L'Institut panafricain pour la citoyenneté de son côté appelle à plus de fermeté de la part de la CEDEAO. L'octroi de la nationalité française aux anciens combattants vivement salué à la Maison des anciens combattants et victimes de guerre. Le directeur des lieux veut l'application de cette vieille doléance dans les plus brefs délais. La colère des retraités du Sénégal. En assemblée générale, à Thiès, ils ont dénoncé leurs mauvaises conditions de vie. Ces retraités menacent de marcher ce 28 décembre. Et puis le SAES menace également de paralyser les universités du Sénégal. Un préavis de grève est attendu en fin décembre. La réforme sur les pensions de retraite est le nœud du problème. L'invité du 20h, Fatou Diagne Senghor, directrice d'article 19 Afrique de l'Ouest. Elle sera en fin de journal avec Mahmoud Ibrakan. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Yaya Jammeh, face à des pressions de toutes parts, s'accroche au pouvoir. Au cours de son adresse à la nation, l'homme fort de la Gambie défie la CEDEAO et met en garde les puissances étrangères. Selon le président gambien sortant, l'investiture de son successeur prévue ce 19 janvier est impensable. Yaya Jammeh exige l'organisation d'une nouvelle élection. Je vous propose de suivre ce récit signé Adi Atala. Le départ du chef de l'État gambien Yaya Jammeh de la présidence de la République n'est pas pour demain, où le passage du témoin au président élu Adama Barrow risque de se dérouler dans le désordre si l'on se fie à la sortie de Yaya Jammeh. Il a déclaré, je cite, qu'il ne partira pas tant que la justice n'aura pas tranché. Il ajoute que l'investiture d'Adama Barrow n'aura pas lieu ce 19 janvier, comme préconisé par la CEDEAO qui lui met la pression. Campant toujours sur sa position, le président déchu, au cours de son adresse à la nation, accuse la CEDEAO de violation des textes de l'organisation sur la non-ingérence dans les affaires intérieures de ses États membres. Yaya Jammeh défie en outre l'organisation et les grandes puissances étrangères qu'il déclare soutenir la CEDEAO ne pourront rien faire pour le faire quitter. Selon le prédécesseur d'Adama Barrow, la seule issue à la crise gambienne est l'organisation d'une nouvelle élection qui permette de résoudre pacifiquement et équitablement la crise post-électorale en Gambie. Puis face à l'entêtement de Yaya Jammeh, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement appellent à plus de fermeté de la part de la CEDEAO et des populations. Ils étaient donc en conférence de presse cet après-midi. Nafissatou Sila, Diafaraba, compte rendu. Yaya Jammeh, son parti avait saisi la Cour suprême pour l'annulation des élections donnant victoire à Adama Barrow. Un argument qui ne tient pas la route pour Amadou Kanouté, directeur exécutif du SICODEV, car pour lui, cette Cour suprême n'est qu'une coquille vide. Et de quelle justice parle-t-il? De la Cour suprême qui n'est en ce moment composée que d'une seule personne, un juge nigérian? De quelle justice parle-t-il? De la Cour suprême dont 4 membres ne sont plus dans cette cour qui n'a pas fonctionné depuis plus d'1 an et demi? Non, disons-le très clairement, c'est un argument spécial que Yaya Jammeh est en train d'utiliser. C'est un prétexte, il cherche à gagner du temps. Un recours censé invalider l'élection d'Adama Barrow que le SICODEF juge absurde. Si elle devait se réunir, cette cour, il aurait fallu qu'on recrute 4 autres membres, qu'on les fasse jurer et ensuite qu'on leur confie le dossier. Et qui aurait fait ça? Yaya Jammeh. C'est lui qui allait choisir les gens, les membres, et ensuite leur confier son dossier. Vous vous retrouvez juge et parti. L'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement invite à plus de fermeté et d'abnégation pour bouter Yaya Jammeh hors du pouvoir. Personne aujourd'hui ne doit baisser les bras. Ni la communauté internationale, ni les citoyens gambiens à l'intérieur, donc pour lesquels d'ailleurs il faut
vraiment qu'on tire le chapeau. Parce que ça n'était pas évident. En dépit de tout, Yaya Jammeh dit qu'il s'assurera que justice soit faite et qu'il ne sera point intimidé. Tout autre chose à présent, le chef de l'État poursuit sa visite d'État en France et il a été accueilli par la maire de Paris, Anne Hidalgo, à l'hôtel de ville de la capitale française. Anne Hidalgo qui a rendu un vibrant hommage à feu Ousmane Sow. Le chef de l'État, de son côté, a demandé aux jeunes de s'éloigner de l'obscurantisme. Ibrahima Kamara. Le président de la République a reçu ce mardi à la mairie de Paris Anne Hidalgo, la première magistrate de la ville Lumière, et la ministre de l'Environnement Ségolène Royal l'ont accueilli sur le perron de l'hôtel de ville. La mairesse de Paris est revenue sur les relations multiséculaires qui lient les deux pays. Nos deux peuples partagent des liens indéfectibles, ceux de la francophonie, des valeurs de partage, de fraternité que nous incarnons ensemble aux yeux du monde entier. Paris a voulu inscrire d'ailleurs ce lien unique en son cœur en baptisant la passerelle Léopold Sédar Senghor du nom d'un. L'ombre de l'artiste feu Ousmane Sow Ishar a plané sur les discours. Et je veux bien sûr formuler ici devant vous, Monsieur le Président, un hommage de Paris envers le talentueux sculpteur Ousmane Sow qui nous connaît, cet artiste immense dont l'œuvre entière témoigne d'un souci de compréhension entre les peuples et les cultures. L'obscurantisme, la violence aveugle, le pari des Lumières ont été des messages forts que le président Macky Sall a adressés aux jeunes. Le devoir qui nous incombe aujourd'hui, envers et contre tout, de défendre les valeurs qui nous unissent contre l'obscurantisme et la violence aveugle. Et justement, contre l'obscurantisme et la violence aveugle, il y a le pari des Lumières, celle du savoir et du savoir-faire. Dans cette auguste salle, on peut noter la présence de Sénégalais venus de plusieurs villes d'Europe pour assister à la cérémonie. Je voudrais Qui a frappé Berlin. Macky Sall en a profité pour présenter également ses condoléances au président Kaboré après l'attaque terroriste du poste de Nassumbu au Burkina Faso. Nous le suivons au micro de notre envoyé spécial en France, Ibrahima Kane. Je voudrais exprimer ici, au nom de la France, notre solidarité, notre compassion à l'égard de l'Allemagne, qui vient d'être frappée par un attentat terroriste à Berlin, qui a fait de nombreuses victimes, au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. La France sait ce que représente une attaque terroriste, ce qu'elle peut provoquer. Je voudrais, avant d'aller plus loin également, comme vous venez de le faire, exprimer ma compassion au peuple allemand, à la chancelière Merkel, suite à cet horrible attentat de Berlin. Et au même moment, exprimer aussi mes condoléances et ma compassion au peuple burkinabé, au président Kaboré, le Burkina qui a été frappé également il y a 3 jours par la même barbarie et qui a vu 12 de ses soldats tués froidement. C'est dire que c'est un péril que nous partageons tous et qu'ensemble nous devons nous mobiliser pour mettre un terme à ce fléau mondial. Dans le sillage de cette visite d'État du président de la République en France, nous avons effectué une visite à la maison des anciens combattants et victimes de guerre du Sénégal après la déclaration de François Hollande. Le directeur des lieux salue donc cette volonté du président de la République française d'octroyer une nationalité française aux tirailleurs sénégalais. Capitaine Goursar, ancien soldat, affirme que c'est une vieille doléance. Il s'impatiente toutefois que la déclaration soit appliquée dans les plus brefs délais. Un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Léa Niafouna.
capitaine Goursard fait partie des soldats sénégalais qui s'étaient engagés dans les rangs de l'armée française. L'annonce du président François Hollande de faciliter la nationalité française aux tirailleurs sénégalais, il s'en réjouit. Pour pouvoir bénéficier de certains avantages comme nos homologues français, le bénéfice de pouvoir voyager et pour pouvoir permettre à mes enfants d'avoir la nationalité française. C'est une fierté pour nous. Étant ancien combattant, j'avais demandé la nationalité française. 31 années au service de l'armée sénégalaise, plus de 6 ans au pays de De Gaulle, une carte de séjour, seul profit de l'actuel directeur de l'Office national des anciens combattants du Sénégal. Dans un premier temps, la France m'avait accordé la carte de séjour de 10 ans, de 2003 à 2013. Et même j'ai renouvelé encore la carte de séjour qui va de 2013 à 2023. Pour ceux qui soutiennent que la volonté du président François Hollande n'est plus à l'ordre du jour, capitaine Sarr répond ceci. En tout cas, chaque chose a son temps. Peut-être que Dieu a voulu que c'est maintenant seulement qu'on peut nous accorder la nationalité française. Âgé aujourd'hui de 79 ans, père de plus de 10 enfants, le tirailleur sénégalais a espoir que la déclaration du président français se matérialise dans les prochains jours. Et puis ce soir, après le journal télévisé de 20h, TFM vous plonge dans le monde des tirailleurs, des grandes guerres, des sacrifices. À quel prix, pour quelle récompense, c'est à suivre tout à l'heure. Je vous l'annonçais dans les titres, la colère des retraités du Sénégal. Ils ont tenu une assemblée générale à Thiès pour protester contre leurs mauvaises conditions de vie. Ils ont déploré aussi le saucissonnage de leurs pensions. Ces retraités envisagent même de descendre dans la rue ce 28 décembre. Charente Diop, c'est la tire pour plus de détails. Une assemblée générale houleuse aux allures d'un meeting tenu dans la salle de délibération du conseil départemental de Thiès qui a refusé du monde. Le cadre unitaire des associations de retraités du Sénégal a égrené un chapelet de doléances. L'IPES a encore poignardé les allocataires du Sénégal pour vous dire qu'aujourd'hui tout le monde est mécontent parce qu'en fait je suis à Thiès où nous avons toujours déploré quand même la division des pensions par deux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Jamais 10%, jamais. J'ai vu une pension à 6 000 francs. 6 000 francs, vous divisez par 2, mais vous ajoutez 10%, c'est 300 francs, 3 300 francs. Qu'est-ce qu'un allocataire peut faire avec cette pension-là? Non, mais ce n'est pas possible. Ces retraités réclament aussi l'audit de l'IPES. Ces retraités qui comptent aller jusqu'au bout de leur logique dans ce combat se sont donné rendez-vous le 28 décembre prochain à la place de l'Obélisque pour une marche de protestation. Ça pourrait quand même vraiment changer un peu la situation. Mais ils ne le font pas parce que c'est les gens qui ne veulent pas quand même la transparence. Ils ne veulent pas quand même changer la situation des allocataires. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est ce cas-là. Alors si aujourd'hui ils étaient sur le point quand même de régler le problème des allocataires, je crois qu'on n'en serait pas là. Mais ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas voulu quand même régulariser quand même la situation des retraités. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, qu'ils le sachent à partir de maintenant, que tous les allocataires du Sénégal sont derrière le cadre unitaire pour descendre dans la rue le 28 décembre à la part de l'Obélisque à Dakar. Tous les départements du Sénégal étaient présents à la rencontre de Thiès. Je vous l'annonçais également dans les titres, les réformes sur la pension de retraite des universitaires risquent de perturber l'année 2016-2017. Le nouveau bureau du SAES a tenu une conférence de presse ce matin pour appeler le gouvernement à mettre en œuvre l'accord déjà trouvé sur ce point. Le SAES dit qu'il ne va pas fléchir sur cette question. Un préavis de grève sera même déposé en fin décembre. Compte rendu de cette conférence de presse signé Aminata Mbarisso et Léa Niafouna. Le relèvement de la pension de retraite, cheval de bataille du nouveau bureau du SAES. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur ne comprend toujours pas les retards dans l'application des accords relatifs à ce point. S'il y a une question pour laquelle on se mobilise et qu'on ne va plus faillir, c'est sur la retraite, sur la matérialisation
Parce qu'on a déjà négocié. Depuis le 1er janvier 2016, on est presque à la fin de janvier de l'année 2016, on ne voit aucune volonté à matérialiser ce point qui, rappelons-le, a été à l'origine de la pause observée dans la grève. Face au Premier ministre, tout un mécanisme avait été proposé pour la revalorisation de la pension des universitaires. Ce point de revendication de la retraite ne signifie pas que nous demandons de l'argent. Nous demandons tout simplement qu'on commence à opérer les prélèvements qui doivent être faits sur notre salaire pour être gardés pour la pension de la retraite. L'attente se fait longue. Un préavis de grève sera déposé d'ici fin décembre. Le CS reste plus que jamais intransigeant. À la fin du mois de décembre, si rien n'est fait, le CS déposera un préavis de grève avec un seul point, la matérialisation de l'accord sur la retraite. Pour sa première sortie, le secrétaire général du SAES, professeur Malik Fall, est revenu sur la situation des universités publiques sénégalaises, des universités qui, selon lui, fonctionnent avec des difficultés financières et un sous-effectif de professeurs. Nous allons à présent à Kermousse, où les 7 villages les plus enclavés de la zone éprouvent d'énormes difficultés en période d'hivernage. Par exemple, les enfants ne vont pas à l'école, les femmes enceintes accouchent dans les maisons. Personne ne peut sortir à cause d'un ravin qui est le réceptacle des eaux de ruissellement. Plus de 30 ans de calvaire. Donc, face à ces doléances, Dangote vient de construire un pont pour aider ces populations. Reportage Cheikh Anta Diop Seylatir. Fulum, Ndey, Ngomen, Sen Serer, Sun Wolof, Galan, Nyirit. En période d'hivernage, la vie s'arrête pour ces villages. Les populations ont d'énormes difficultés pour sortir du village à cause d'un ravin qui est le réceptacle des eaux de ruissellement. Regardez de l'autre côté, c'est sur cet arbre qu'on attachait des cordes pour que les villageois puissent traverser le ravin. Il était impossible aux femmes enceintes, une fois arrivées à terme, de franchir le ravin. Elles étaient obligées d'accoucher dans les champs. La doléance a été portée à la connaissance de la cimenterie Dangote qui a aussitôt réagi pour la prendre en charge. Il s'agit en fait d'une question de survie, puisque en période hivernale, la vie s'arrête pour ces villages qui sont de ce côté-ci ou de l'autre côté. Ils ne peuvent pas traverser. Donc l'activité sociale, c'est-à-dire les rencontres entre les gens, n'ont pas lieu. L'activité économique est impactée, donc on ne peut pas prendre la production qu'on a et aller la vendre de l'autre côté. Et puis tout simplement sur la vie sanitaire, les gens ne peuvent pas aller se soigner de l'autre côté, les enfants ne peuvent pas aller à l'école de l'autre côté. C'est pour ça que la réponse ne pouvait être que positive. Le pont que vous voyez ici est un pont de plus de 13 mètres sur une hauteur de 3 mètres à peu près et une largeur de 4 mètres, ce qui veut dire que c'est une grande infrastructure qui est ici avec un coût d'environ 30 millions de francs. Ouf de soulagement chez ces populations qui ont exprimé toute leur joie lors de la cérémonie d'inauguration du pont en présence de l'autorité administrative mais aussi des maires de Morolan et de Kermousse. Très enclavé et situé dans le département de Médina Yoro Fula, la commune de Kéréwan, composée de 106 villages, ne dispose ni de source d'eau potable ni d'électricité. Les habitants de la dite commune réclament leur part du PUDC. Abdoulaye Diallo. 6 villages, la commune de Kéréwan, très enclavée, est située dans le département de Médina Yoro Fula, n'abrite point de source d'eau potable. Aucun de ces 106 villages ne bénéficie de l'électricité. La santé des habitants de Kéréwan est menacée pour faute d'infrastructures sanitaires dignes de son nom. Aujourd'hui, on a des difficultés d'eau. Il n'y a que des puits. Voilà cette puits qui est derrière nous. Les gens ne boivent pas de l'eau potable. Les gens sont fatigués. C'est la commune de Kéréwan qui n'a pas de forage. Une commune qui est plus vaste que le département de Thiès. Une commune qui fait 68 000 habitants qui n'a pas de forage. Dans 106 villages dans la commune de Kéréwan qui n'a pas de forage, de l'eau potable ni rien d'investiture. On n'a pas de l'électricité ni l'accès au réseau téléphonique. La commune de Kéréwan n'a pas.
On demande à l'État, à l'appui du PUDC, de venir désenclaver Kerewan. C'est dans ce contexte que le calife de Saré Mansa a déploré le manque criard d'eau potable lors de leur ziara annuelle. Nous demandons une aide à l'endroit des autorités au niveau central, afin qu'à de pareils moments, que nous puissions au moins bénéficier d'appui, surtout en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. L'eau potable est notre principal problème. Nous sommes très fatigués à cause du manque d'eau. Durant des nuits entières, les gens n'ont pas fermé l'œil à cause de ce manque criard d'eau. C'est vraiment fastidieux. La mosquée de cette cité religieuse qui est en chantier depuis des années inquiète les habitants de la localité. Il lance un appel à l'endroit du chef de l'État et des bonnes volontés pour l'achèvement des travaux. Désormais, les cotisations dans les mutuelles de santé peuvent se faire via les nouvelles technologies de l'information et de la communication en système pour faciliter l'accès aux adhérents. L'agence de la couverture médicale maladie universelle donc, va atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire 75% de couverture d'ici décembre 2017. Les détails avec Fatou Kinedem et Mohamed Dian. Les nouvelles technologies, un nouveau système pour faciliter les cotisations dans les mutuelles de santé. L'agence de la couverture maladie universelle innove. Ce vers quoi nous allons, c'est vers la possibilité pour un Sénégalais qui veut cotiser de le faire à partir de son téléphone ou de le faire en allant vers un opérateur de transfert d'argent et de déposer les ressources à ce niveau. Le Sénégal se fixe comme objectif d'atteindre 75% du taux de couverture maladie d'ici décembre 2017, d'où l'urgence d'accentuer la communication pour avoir le maximum d'adhérents dans les mutuelles de santé. Nous avons dit qu'il fallait attendre d'atteindre les 71 mutuelles de santé, donc 671 mutuelles de santé, donc recouvrir tout le pays pour faire cette campagne de masse. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un veut aller vers une mutuelle de santé dans sa commune, en allant à la mairie, en allant au poste de santé, on va lui indiquer justement l'endroit où il peut trouver les responsables de la mutuelle de santé. Les mairies, justement, appelées à s'impliquer dans le processus. On a vu déjà que dans une commune comme Diambereng, dans certaines communes de la région de Dakar ou du département de Mbour, et même ailleurs, à Gossas ou ailleurs, il y a des maires qui ont octroyé un siège à la mutuelle de santé de la commune et qui ont octroyé une subvention à la mutuelle pour lui permettre de prendre en charge le paiement du salaire d'un agent communautaire, donc d'un jeune qui justement ferait ce travail-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous allons au premier trimestre de l'année prochaine, Inch'Allah, organiser un grand forum national sur l'implication des maires, l'implication des collectivités locales dans la mise en œuvre de la CMU. Plus de 11% de la population sénégalaise ont une imputation budgétaire. 15 à 17% bénéficient de la CMU à travers les bourses de sécurité familiale. 700 000 adhérents aux mutuelles. L'agence souhaite plus. L'association des femmes de l'Afrique de l'Ouest forme ses membres dans les techniques de transformation des produits de l'élevage. Une manière pour Khalifa Tal et ses camarades de lutter contre la pauvreté dans les zones de l'espace UEMOA, de l'espace CEDEAO plutôt, et de rechercher la qualité sur les produits dérivés du lait. Ousseynou Thiam et Biragagne ont assisté au lancement de cet atelier de formation. Pendant 6 jours, les femmes ressortissantes de l'espace CEDEAO seront formées sur les techniques de transformation et de valorisation des produits de l'élevage. En conclave au centre d'incubation de la FAO à Gorom, ces femmes veulent développer leurs compétences sur les techniques de transformation de lait et fromage. Justement, nous ne transformons pas assez. C'est parce que nous ne valorisons pas notre agriculture par les acteurs. Si notre agriculture fait l'objet d'une exportation à outrance, parce que l'Afrique se nourrit de la transformation à bas niveau réalisée par les femmes. Si l'on nous depuis toujours. Mais il faut passer à l'échelle. On ne peut pas s'arrêter là où étaient nos grands-pères. Une manière pour ces femmes de lutter contre la pauvreté dans certaines zones de l'espace CEDEAO, mais aussi d'insister sur la qualité des produits laitiers. Les manger partout en Afrique.
C'est la raison pour laquelle j'ai fait un appel du pied pour demander que VETGov puisse démultiplier ce type de formation pour qu'on puisse permettre aux femmes d'abord d'avoir un peu plus de revenus, de bien nourrir leurs enfants et leurs familles. L'aspect nutritionnel a été bien relayé. Nous sommes en train d'enregistrer la portion continentale qui sont à l'origine du PDDA. Nous sommes complètement en phase avec eux et nous pensons que le fait d'impliquer les femmes, c'est-à-dire plus de la moitié de la population africaine, n'est qu'une évidence, comme disent les chercheurs, sur lesquels on pourra encore surfer pendant longtemps. De l'avis de la présidente de la FAO, cette formation sera élargie dans les autres pays de l'espace CEDEAO afin de faire bénéficier aux femmes des zones sylvopastorales ces techniques de transformation. Qui appartient à la région de Douala. Semaine nationale de la jeunesse, les jeunes de Sangalkam invitent leurs camarades à plus d'engagement citoyen pour un Sénégal émergent. Par ailleurs, ils appellent également leurs aînés du Conseil national de la jeunesse à des renouvellements apaisés et pacifiques. Ils ont fait face à la presse. Là-dessus, nous écoutons Alassane Ba, le président du Conseil local, interrogé par Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Quand même amener les jeunes à prendre conscience de l'engagement citoyen qu'ils doivent avoir pour l'émergence du Sénégal. La jeunesse constitue une phase très importante de la population. Par conséquent, pour un Sénégal émergent, il est important que la jeunesse fasse des actions citoyennes, que la jeunesse s'engage, que la jeunesse amène sa contribution pour un Sénégal émergent. Nous lançons aussi un appel à la jeunesse du Sénégal parce que bientôt, les renouvellements du Conseil national de la jeunesse. Nous lançons un appel pour que ces renouvellements puissent se passer dans la paix, dans le consensus et dans le fair play. Nous appelons la jeunesse à un consensus fort, mais surtout à des discussions qui vont mener à un résultat vraiment positif, vraiment un candidat idéal qui va défendre les intérêts de la jeunesse. En mode culture à présent, avec les acteurs du Festival Afrique Fête Sénégal qui plaident pour les droits des femmes et l'égalité genre dans l'industrie culturelle. C'est dans ce cadre donc qu'ils ont organisé une conférence avec comme thème pour les droits des femmes dans l'industrie de la musique. Aïssatou Pay, Léa Niafuna. Faible représentativité, 9 à 10% des femmes au Sénégal, déséquilibre dans la répartition du travail, violence, discrimination, autant de contraintes et de freins. La femme qui est entourée dans ce monde culturel en général est souvent comment on dit ça, souvent entourée d'hommes qui cherchent seulement à faire une chose avec elle, l'utiliser et partir en général. Donc il y a cette question de violence sexuelle, mais il y a cette question de violence au niveau physique aussi. Même au niveau des scènes sur scène, tu joues, tu dois être payé, tu n'es pas payé. Ou bien si tu es payé, tu n'es pas payé comme on devait te payer. Tu vois, donc il y a beaucoup de violence. Pour ce faire, les autorités compétentes sont interpellées. Le gouvernement a une obligation d'implication dans cette lutte. Parce que quand il s'agit de développer un pays et de ne pas se permettre de mettre de côté certaines compétences seulement liées aux gens, là on entre dans une autre logique. L'industrie culturelle sénégalaise serait-elle machiste? Non, je ne pense pas. Moi je pense que c'est un milieu où tous les gens peuvent évoluer. Maintenant, peut-être que le métier au départ était essentiellement occupé par un nombre important d'hommes, mais la présence féminine, elle est là. Et elle est valorisée. Et il y a des leaders d'artistes féminins aujourd'hui qui se sont pointés et qui ont fait leurs preuves. À la 16e édition du Festival Africa Fête Sénégal, les différents acteurs vont tenter de trouver une réponse à la problématique de la place des femmes africaines dans le secteur des arts.
Le ministre des Sports et le vice-président de la Fédération sénégalaise de football ont apporté un démenti sur la supposée expulsion des Lions du beach soccer de leur hôtel à Lagos. Matarba parle plutôt d'un réseau de transport aérien très difficile en Afrique. Il assure que tous les moyens ont été mobilisés afin que les champions d'Afrique soient dans d'excellentes conditions. D'ailleurs, ils sont attendus cette nuit à Dakar. Compte rendu donc de ce point de presse du ministre des Sports signé Mamadou Fall et Mohamed Dia. Les Lions du beach soccer expulsés de leur hôtel à Lagos, c'est impensable et invraisemblable, selon le ministre des Sports et le vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Mais en ce qui concerne le beach soccer, il n'y a pas de polémique, je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que les Sénégalais là, ils veulent être partout et savoir tout. Moi, j'ai écouté à travers une radio que l'équipe est expulsée de l'hôtel, ils sont autour de la piscine. En ce moment, j'étais sur la route de Fatick, je parlais à Chita, je parlais à Gala, l'entraîneur, je parlais à Doudou Sam et à Badji de Ziguinchor. Ils étaient en train de déjeuner, boire leur thé et préparer leur match de gala. Il n'y a pas de polémique. Honnêtement, c'est vous qui créez une polémique là où il n'y en a pas. Selon eux, l'équipe nationale a juste raté son vol juste après la finale. Nous avons pris les dispositions avec le ministère des Sports et je dois dire, puisque j'assure l'intérim de la présidence de la fédération, M. Maître Augustin Senghor étant absent, que j'ai été en rapport direct avec le ministre des Sports. La référence pour parler du beach soccer, c'était le match contre le Cap-Vert. Tout le monde sait que c'est l'État du Sénégal qui a mis à disposition un avion militaire, qui les a amenés et qui les a retournés. Il y a de cela quelques années, personne n'aurait pensé à ça. C'est pas parce que nos compatriotes sont restés 2 jours de vacances, parce que c'est des vacances, ils sont à l'aise, dans un hôtel bien nourri, que tout le monde puisse nous dire non, ils sont laissés à rade, etc., etc. Il demande aux populations de venir massivement accueillir les champions d'Afrique qui fouleront le sol sénégalais aujourd'hui même. Ils vont rentrer ce soir, on sera à l'aéroport pour les recevoir, il n'y a pas de souci. Ils vont quitter tout à l'heure, en début de soirée, Lagos, pour arriver vers minuit et demi ici au Sénégal. Et c'est pour moi le lieu de demander à toute la presse, mais également à tous les acteurs et au peuple sportif sénégalais de se rendre à l'aéroport, malgré l'heure tardive, pour effectivement leur réserver un accueil qu'ils méritent. Le ministre appelle les Sénégalais à se concentrer sur l'essentiel. Il les exhorte à s'unir afin de pousser nos équipes nationales vers la victoire. Et puis les clubs sénégalais engagés en Coupe d'Afrique des clubs connaissent leurs adversaires. Le champion du Sénégal, l'US Gorée, va jouer contre l'équipe guinéenne d'Oroya de Conakry. Niaritali en Coupe de la CAF va rencontrer l'équipe camerounaise d'APGS Famfou, une équipe qui a fini 11e de son championnat l'année dernière, la saison dernière. Football toujours, la saison 2016 du championnat nord-américain restera gravée dans les mémoires du défenseur sénégalais Pape Abdoulaye Diakité. L'ancien sociétaire de Niaritali International Junior a été élu meilleur défenseur de la Ligue, entre autres une performance qui nous pousse à partir à la découverte donc de ce jeune footballeur qui rêve d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Un portrait signé, ou bien un entretien signé Cheikh Sadibou Diarra, Adiatala et Diafaraba. Il est le meilleur jeune joueur du championnat nord-américain NASL en 2016. Pape Abdoulaye Diakité, défenseur central sénégalais du FC Edmonton de son état, a ébloui de par son talent la saison de la Ligue rivale de la MLS. J'ai joué au total une trentaine de matchs, plus les coupes. J'ai marqué 4 buts et j'ai été nommé meilleur défenseur de la Ligue et meilleur joueur de la Ligue aussi. Du haut de son mètre 94 pour 94 kilos, Abdoulaye Diakité en vacances actuellement a déjà un long parcours malgré ses 23 ans. J'ai commencé à jouer en 2010 à HLM, en junior. Ils m'ont surclassé en senior. En 2011, j'ai joué à Niaritali, environ 6 à 7 mois. J'ai quitté le pays vers la Slovaquie. Là, j'ai joué 1 an. Puis j'ai été transféré en Belgique, 2 ans et demi. Et là, je suis aux États-Unis.
Natif de Grand Dakar, Diakité rêve d'intégrer sous peu l'équipe nationale de football, lui qui a déjà connu les sélections de jeunes. En tant que joueur, j'aimerais jouer un jour et je travaille pour ça aussi. Bon, comme on dit en Wolof, le jot yomb, quoi, tu vois. Mais bon, je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai joué en sélection en 2010, 2009 avec Karim Séga Diouf. Grand fan du défenseur madrilène Ramos, il ambitionne de revenir dans les grands championnats européens et intégrer un club comme Chelsea, son club de cœur. Après, tout est possible, tu vois. Donc je ferai le maximum pour revenir et passer là où je dois passer pour atteindre ça. Basketball pour finir avec la NBA qui compte investir l'Afrique à la recherche de jeunes talents. En collaboration avec Seed Project, elle annonce la création d'une académie d'élite qui sera composée des 12 meilleurs Africains. L'académie sera basée à Dakar et sera également le point focal des autres pays africains. Je vous propose de suivre le vice-président de la NBA, Amadou Kalofal, au micro de Modou Fall. L'objectif de la NBA Academy Africa est un centre de formation d'élite de jeunes basketteurs, garçons comme filles, qui vont venir de partout en Afrique. Ce centre de formation fait partie d'un réseau mondial. Nous avons déjà lancé 3 académies du genre en Chine au mois d'octobre, une académie en Inde le mois dernier, et puis l'académie mondiale qui va être considérée comme le centre mondial pour la NBA va être basée en Australie. Nous avons établi des partenariats avec des structures sur place. Et ici au Sénégal, le partenariat est avec Seed Academy, avec une structure avec laquelle la NBA a eu travaillé pendant plus d'une dizaine d'années. Alors ce sera l'opportunité de donner à des jeunes Africains, garçons et filles, qui ont un potentiel en basketball, d'être soumis à un programme de développement holistique qu'on a fait aujourd'hui. Dès demain, nous avons un camp au niveau de Seed Academy à Thiès, où une dizaine de jeunes qui sont venus d'autres pays de l'Afrique vont s'ajouter à une quinzaine de jeunes Sénégalais sur 2 jours pour être évalués, entraînés. C'était le dernier élément de ce journal. N'oubliez pas, tout à l'heure, l'invité du 20h, Fatou Diagne Senghor, directrice de Article 19 Afrique de l'Ouest. Il sera avec Mamadou Ibra Kane. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Au revoir.